Pendant des décennies, Mireille Mathieu a régné sur la chanson française comme une impératrice intouchable, une silhouette miniature d'accent grave, peine 1,53 m, mais dotée d'une voix qui semblait taillée dans le granit des cathédrales et polie par les vents du Mistral provençal. Sous les projecteurs du monde entier, de l'Olympia à Moscou, de Las Vegas au Vatican, de Tokyo aux arènes de Nîmes, elle a incarné une perfection presque surnaturelle, un sourire éternellement figé en arc de triomphe, une coupe au carré aussi immuable que la tour Eiffel, des robes noires austères qui la faisaient ressembler à une religieuse de la musique, une discipline de fer qui n'autorisait ni dérapage, ni confidence, ni scandale. Jamais une note fausse, jamais un retard, jamais une larme en public. Elle était la demoiselle d'Avignon, la petite du Sud, qui chantait comme une légende et vivait comme une icône, une figure si lisse qu'elle en devenait presque irréelle. Et pourtant, derrière cette armure de rigueur, derrière cette gloire planétaire qui a vu plus de 100 millions de disques vendus en 9 langues, derrière cette voix qui a fait vibrer les cœurs de rois, de présidents et de papes, il y avait un silence. Un silence qui n'était pas absence mais présence écrasante. Un silence qui a duré plus de 50 ans. Un silence qui abritait une vérité si fragile, si pure, si douloureusement humaine qu'elle avait besoin d'être protégée comme une flamme dans la tempête. Cette vérité, Mireille Mathieu l'a gardée enfouie jusqu'à l'âge de 79 ans, jusqu'à ce soir de juillet 2023 où, dans les arènes antiques de Nîmes, elle a enfin laissé échapper une chanson inédite, le figuier en fleurs, une mélodie douce comme une prière, une confession murmurée à un amour jamais pleinement vécu, un amour qui n'avait pas de nom, pas de visage public, mais qui avait accompagné chaque note de sa vie comme une ombre discrète et fidèle. Et ce moment-là, ce n'était pas une fissure dans son image de star, non, son image était trop solide pour cela. C'était une fissure dans le mythe. Le mythe selon lequel la force véritable exige le silence absolu. Le mythe selon lequel pour être grande il faut tout sacrifier, même son cœur. Mireille Mathieu est née le 22 juillet 1946 à Avignon, dans le quartier populaire de la rue des Teinturiers, là où la sorgue coule encore entre les roues à aube des anciens moulins, là où les odeurs de savon noir, de pain cuit au feu de bois et de lavande séchée se mêlent dans l'air tiède de l'été provençal. Elle n'est pas née dans le confort, ni dans la douceur, ni dans la quiétude. Elle est née dans l'adversité. Deuxième d'une fratrie de 14 enfants, elle arrive dans une maison exiguë de 2 pièces, sans eau courante stable, sans électricité continue, où les lits superposés s'empilent jusqu'à toucher le plafond, où les murs suintent d'humidité en hiver, et où l'été la chaleur transforme la pièce en four. 14 bouches à nourrir, 14 corps à vêtir, 14 âmes à élever avec presque rien. L'amour était là, bien sûr, un amour farouche, dévoué, catholique jusqu'à la moelle, mais il se traduisait plus par la survie que par les câlins, plus par les prières que par les jouets, plus par les gestes utilitaires que par les mots tendres. Son père, Roger Mathieu, était tailleur de pierre. Il travaillait aux abords du cimetière Saint-Véran, sculptant des anges, des croix, des épitaphes dans la pierre calcaire du Vaucluse. Ses mains étaient crevassées comme des cartes anciennes, ses articulations gonflées par une arthrose précoce qui le faisait grimacer à chaque coup de burin. Il rentrait le soir couvert d'une poussière blanche qui collait à sa peau, à ses vêtements, à ses cheveux comme un suaire vivant. Et pour oublier la douleur, pour oublier la fatigue, pour oublier la misère, il chantait. Des cantiques religieux qu'il avait appris à l'église, des airs de Tino Rossi diffusés à la radio, des complaintes provençales qui parlaient de vignes de soleil et de cœurs brisés. Sa voix de baryton grave et chaude emplissait la pièce exiguë comme une cathédrale miniature, transformant la pauvreté en dignité, la douleur en espoir. Mireille, blottie dans un coin, écoutait. Elle absorbait. Elle apprenait. Sa mère, Marcelle Sophie Poirier, était une autre histoire de résilience. Née à Dunkerque, elle avait fui les bombardements allemands en 1940, enceinte de son premier enfant, avec pour seul bagage un baluchon de linge et une foi catholique chevillée au corps comme une armure. Elle avait traversé la France en guerre à pied, en train, en camion, jusqu'à Avignon où elle avait rencontré Roger. Elle ne se plaignait jamais. Elle cousait, elle lavait, elle priait. Elle élevait ses 14 enfants avec une rigueur qui frôlait l'austérité, mais aussi avec une tendresse qu'on ne voyait que dans les gestes, une main posée sur un front brûlant de fièvre, un bol de soupe tiède glissé entre des doigts gelés, une prière murmurée avant le sommeil. Elle incarnait la Provence dans ce qu'elle a de plus dur et de plus beau, la terre aride qui donne pourtant des figues sucrées, le Mistral qui cingle mais qui nettoie, la foi qui soutient quand tout le reste s'effondre. Mireille, elle était gauchère. Dans les années 1950 en France, c'était un défaut. À l'école, on lui attachait la main gauche dans le dos avec une corde. On la punissait. On la traitait de maladroite. Elle souffrait de dyslexie, un mot qui n'existait pas encore dans le vocabulaire des instituteurs ruraux. On la traitait de rêveuse, de paresseuse, sans comprendre que dans sa tête elle ne rêvait pas au hasard. Elle réarrangeait des mélodies. Elle entendait les harmonies avant les mots. Elle vivait déjà entre deux mondes, celui brut et impitoyable dans lequel elle était née, et celui intérieur qu'elle construisait note après note comme un refuge.
À 4 ans, elle chanta pour la première fois en public. C'était la messe de minuit à l'église Saint-Agricole le 24 décembre 1950. Pieds nus dans des sandales usées vêtue d'une robe reprisée, elle monta sur l'estrade et interpréta Minuit chrétien. Sa voix claire, puissante, déjà mature, fit taire la salle entière. Les fidèles, les enfants, le prêtre, tous suspendus à cet enfant qui chantait comme une adulte. Le prêtre, ému aux larmes, lui offrit une sucette à la menthe. Elle ne l'oublia jamais. Pas pour le goût sucré qui était rare dans sa vie, mais parce que pour la première fois sa voix avait imposé le silence. Elle avait transformé une pièce pleine de bruit en un espace sacré. Elle avait compris dès cet instant que la musique était plus qu'un don. C'était un pouvoir. L'école en revanche fut un calvaire. Redoublement. Punition. Raillerie. On la forçait à écrire de la main droite. On la moquait pour ses fautes d'orthographe. On ne voyait pas qu'elle n'était pas lente, elle était ailleurs. À 14 ans, les études s'arrêtèrent net. Pas d'argent. Pas le choix. Il fallait travailler. Elle entra à l'usine de boîtes de conserve de Montfavet, une fabrique bruyante où les machines hurlaient toute la journée. Elle actionnait une presse encore et encore, les mains déjà calleuses, le dos courbé, gagnant 17 francs par jour. Un salaire de misère pour un travail de forçat. Le soir, elle rentrait à vélo. 20 kilomètres. Contre le Mistral, ce vent provençal qui hurle à 100 km à l'heure, qui vous gifle le visage, qui vous pousse en arrière comme pour vous dire tu n'iras nulle part. Elle pédalait. Elle chantait. Elle chantait La vie en rose d'Édith Piaf, qu'elle avait entendue une seule fois à la radio chez une voisine qui avait la chance d'avoir l'électricité. Elle chantait pour ne pas pleurer. Pour transformer la fatigue en espoir. Pour se rappeler qu'il y avait un autre monde possible. Ce vélo, elle l'avait acheté à crédit. Comme tout le reste dans la famille Mathieu, le canapé, la machine à coudre, la foi en l'avenir. Le crédit était leur seul luxe. Leur seule espérance. Mais il y avait les concours de chant. D'abord locaux dans les villages autour d'Avignon. Des scènes de fortune, des jurys fatigués, des prix symboliques. Puis en 1964, la victoire au concours de la Rose d'Or d'Antibes. Elle interpréta La vie en rose. Le jury fut médusé. Cette gamine de 18 ans à 1,53 m, regard d'enfant, voix de cathédrale, chantait comme si elle avait vécu sans vie. Elle gagna. L'année suivante, elle passa à la télévision nationale dans l'émission Le jeu de la chance. Elle chanta l'hymne à l'amour. Le public vota. Elle gagna. Paris l'appelait. Mais avant Paris, il y avait Jean-Louis. Jean-Louis était menuisier. Il habitait à 2 rue de la Maison Mathieu. Il l'avait connu pieds nus courant dans la poussière des rues, chantant dans la cour avec les autres enfants. Il l'avait entendu à la messe de Noël 1950. Il l'avait vu sécher les cours pour murmurer des chansons de Piaf derrière l'église. Il n'était pas beau au sens classique. Il n'était pas riche. Il n'était pas célèbre. Il était ordinaire. Et c'est précisément pour cela qu'il était extraordinaire. En 1964, quand Mireille hésitait à s'inscrire à Le jeu de la chance, c'est lui qui lui glissa silencieusement le formulaire d'inscription, murmurant « Il faut que tu essaies ». Elle partit. Lui resta. Il n'appartenait pas au monde des caméras, des contrats, des projecteurs. Il appartenait au monde d'où elle venait, modeste, enracinée, vraie. Entre 1965 et 1974, il lui écrivit 32 lettres manuscrites. Pas de déclarations enflammées. Pas de grandes requêtes. Juste des nouvelles simples, tendres, discrètes. Tu étais radieuse à la télé hier soir, même maman a pleuré, viens dans ma rue, ça m'a rappelé la nôtre, j'étais fière que tu sois partie, j'aurais juste aimé que tu ne partes pas si loin. Elle ne répondit jamais. Pas par écrit. Mais elle garda tout. Dans une boîte en bois sculpté gravée régna un mot inventé, peut-être un diminutif, peut-être un secret. Elle les lisait souvent, surtout entre deux tournées, quand le silence de l'hôtel devenait trop lourd, quand la gloire semblait vide. Jean-Louis ne se maria jamais. Il n'eut jamais d'enfant. Il resta à Avignon travaillant de ses mains, entouré des mêmes visages, des mêmes odeurs, des mêmes souvenirs. En 2018, il s'éteignit discrètement, laissant un testament simple. Il légua toutes ses économies à une association offrant des cours de musique aux enfants défavorisés en hommage à la petite fille qui chantait dans notre cour. Il n'a jamais vendu son histoire. Jamais accordé d'interview. Jamais prétendu être l'élu. Mais revenons à Paris. À Johnny Stark. Rencontré en 1965, quelques semaines après son premier succès télévisé, Johnny Stark était une légende du music-hall. Né en 1921 à Tunis, d'origine juive hongroise, il avait fui l'Europe en guerre, s'était installé en France et avait bâti un empire dans le spectacle. Il avait découvert Yehudi Menuhin, enfant prodige. Lancé Tino Rossi. Fait de Lynn Renaud une star.
Surnommé l'Américain pour son style flamboyant costume sur mesure cigare cubains éthique de travail implacable, il n'était pas seulement un manager. Il était un visionnaire. Quand il vit Mireille à la télé, il ne vit pas une chanteuse. Il vit une marque. Une icône potentielle. Une discipline héritée de la survie. Il lui posa un ultimatum clair, presque brutal: tu vas travailler comme une bête, je serai impitoyable, si tu veux une vie facile dis non tout de suite, sinon je ferai de toi une grande artiste. Elle accepta. Parce qu'elle connaissait déjà le travail dur. Parce qu'en lui elle trouva une forme de sécurité familière. Un sens à suivre. Ce qui suivit fut une métamorphose totale. Stark contrôla tous les chansons validées une par une, les tenues robes noires austères, pas de décolleté, pas de couleur, la coupe au carré, son idée un symbole de simplicité qui la démarquait à une époque de flamboyance, les interviews écrites à l'avance, répétées comme des partitions, la vie privée verrouillée, pas de fête, pas de petit ami, pas de scandale. Sa tante l'accompagna d'abord comme une ombre protectrice. Puis sa sœur Monique prit le relais comme manageuse. Mireille devint la demoiselle d'Avignon, pure disciplinée, intouchable. Mariée à sa musique. Mais derrière le mentorat professionnel se noua un lien plus profond, plus difficile à nommer. Stark devint son ancre. Son confident. Son gardien. Elle lui offrit une loyauté proche de la dévotion. Elle dira souvent des années plus tard: Johnny Stark vivait pour moi et je chantais pour lui. Une phrase qui semblait simple. Mais qui était une confession déguisée. Les rumeurs coururent. Était-ce un couple secret? Un amour platonique? Un premier amour? Un seul amour? Elle ne confirma jamais. Elle n'infirma jamais. Quand les journalistes insistaient, elle répondait par un sourire discret, celui qui en dit plus que 1000 mots. Leur lien brouillait toutes les frontières. Il n'était pas seulement un manager. Il était l'homme qui comprenait les murs qu'elle avait érigés autour d'elle et pourquoi elle refusait d'y laisser entrer quiconque. Pendant plus de 20 ans, ils parcoururent le monde ensemble. Moscou, Las Vegas, Tokyo, le Vatican. Il était assis au premier rang. Elle chantait juste au-delà de sa portée. Comme s'il était son point d'ancrage. Son or. Puis en 1989 tout s'arrêta. Johnny Stark mourut subitement d'une crise cardiaque. Mireille ne parla pas pendant 3 jours. Quand elle retrouva la parole, sa voix trembla: j'ai perdu ma moitié. Pas de mariage. Pas d'enfant. Aucun compagnon officiel. Juste l'unique homme qu'elle n'avait jamais eu besoin d'expliquer. 30 ans après sa mort, elle n'a jamais laissé personne prendre sa place. Après Stark, la vie continua en apparence. Les spectacles. Les tournées. Les albums. Les interviews. Elle était Mireille Mathieu. Celle qui ne ratait jamais une note. N'arrivait jamais en retard. Ne trébuchait jamais en public. Mais en privé, ses proches commencèrent à remarquer un silence différent. Un silence qui n'était plus seulement du deuil. Comme si sans Johnny, elle ne savait plus exister en dehors de la lumière. Sa sœur Matité emménagea dans sa villa de Neuilly-sur-Seine pour l'aider à traverser la transition. Monique devint sa nouvelle manageuse. Le rythme changea. Les rires s'estompèrent. Ne resta que le travail. Méticuleusement organisé. Strictement contrôlé. Comme Johnny le lui avait appris. Sauf que maintenant il ne s'agissait plus de construire une légende. Il s'agissait de maintenir quelque chose en vie. Elle esquiva les questions sur l'amour avec des réponses énigmatiques: je n'ai jamais manqué d'amour, j'ai mon public, j'ai ma famille. Mais ceux qui écoutaient attentivement percevaient le vide derrière les mots. Sa carrière culmina: plus de 100 millions de disques vendus, des concerts devant des monarques, des chefs d'État, des papes, mais sa vie personnelle devint un musée ordonné. Silencieux. Intouché. Il y eut pourtant des occasions. Des instants où l'amour aurait pu naître. Le fiancé des années 1980, un riche homme d'affaires français, élégant, accompli, il l'adorait publiquement. Les fiançailles firent la une des journaux. On parla de mariage. De robe blanche. De future madame. 3 jours avant la cérémonie, elle y mit fin. Discrètement. Sans scandale. Elle expliqua plus tard avec une clarté glaciale: il voulait que j'arrête de chanter, c'était impossible. Olivier Masson, un expert en cosmétiques chez Guerlain, connu pour avoir travaillé avec Wallis Simpson. On les voyait ensemble à Deauville, à Paris, à New York. On parla de robe de mariée. D'avenir commun. Puis plus rien. Silence. L'histoire s'éteignit sans annonce. Sans explication. Chaque fois que l'amour exigeait un compromis, elle choisissait sa voie. Non par orgueil. Mais par nécessité. Pour cette fille qu'on avait punie pour avoir écrit de la main gauche, la musique avait toujours été sa seule forme de contrôle.
Y renoncer même par amour aurait été trahir ce qui l'avait sauvé. Juillet 2023. Arène de Nîmes. Concert en plein air. Mireille interprète 1000 colombes. Puis elle s'arrête. Sa main tremble légèrement. Elle reprend le micro. Ce soir je veux chanter une chanson qui n'a jamais été enregistrée, c'est pour quelqu'un que j'ai aimé en silence toute ma vie. Elle chante Le figuier en fleurs. Pas d'orchestre. Pas de mise en scène. Juste sa voix. Et ces mots, si l'arbre pousse encore, c'est qu'il se souvient de tes mains. Je n'ai jamais dit je t'aime à voix haute, mais je t'ai porté en silence toute ma vie. Pendant 10 minutes le temps s'arrêta. Le public pleura. Internet s'enflamma. La chanson devint virale, pas comme un tube. Comme un moment. Des reprises virent le jour en allemand, italien, japonais. Mais aucune ne captura la douleur silencieuse de l'original. Quelques semaines plus tard, Mireille retourna discrètement à Avignon. Sans caméra. Sans journaliste. Juste elle, sa maison d'enfance et le figuier. Il était là. Penché. Vivant. Ses racines fendillant le sol près du mur où il s'asseyait adolescent. Elle préleva une bouture. Elle la planta dans un pot en terre cuite. Aujourd'hui ce pot trône dans sa maison de Neuilly-sur-Seine près d'une fenêtre où entre le soleil d'après-midi. À côté de la boîte Régna. Elle n'a jamais prononcé le nom de Jean-Louis sur scène. Mais pour la première fois, elle n'a plus eu besoin de le cacher. En 2025, à l'approche de ses 80 ans, Mireille se tient à un carrefour symbolique. Elle prépare une dernière tournée. Pas d'adieu larmoyant. Juste une tournée de gratitude. À Avignon, on inaugure l'espace Mireille Mathieu en juillet. Pas un musée figé. Un jardin. Avec des descendants du figuier. Et une mission formée de jeunes chanteurs issus de milieux modestes. Elle déclare: je ne veux pas que ma voix soit un souvenir, je veux qu'elle soit un passage. Mireille Mathieu n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu de mari. Mais elle a aimé. Elle a aimé son père en chantant pour oublier sa douleur. Elle a aimé Johnny Stark en lui offrant sa discipline. Elle a aimé Jean-Louis en silence pendant 60 ans. Elle a aimé son public en ne ratant jamais une note. Elle a payé le prix, la solitude, le sacrifice, le silence. Mais elle a aussi gagné la liberté de choisir sa voix, la force de ne jamais trahir sa voix, la paix de finalement dire la vérité. Aujourd'hui le figuier pousse. Lentement. Dans un pot en terre cuite. Près d'une fenêtre. À côté d'une boîte en bois. Et parfois quand le soleil d'après-midi entre doucement, Mireille s'assoit. Elle ne chante plus. Elle écoute. Le vent dans les feuilles. Le bruit lointain de la ville. Et quelque part une voix d'enfant qui répète la vie en rose dans une cour d'Avignon. Elle sourit. Elle n'a plus besoin de parler. L'amour véritable parfois n'a pas besoin de mots. Il a juste besoin d'un figuier. Et d'une bouture qui pousse. Pensez-vous qu'un amour peut être vrai même s'il n'est jamais pleinement vécu? Dites-le nous en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez.